Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du growth marketing. Le growth, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Une surprise t'attend. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille Legall pour traiter d'un projet qui me tient particulièrement à cœur, les marques de mode engagées et éthiques. Camille a réussi le tour de force de transformer un petit peu l'industrie grâce à un partenariat rondement mené. Bonjour Camille, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Caro. N'hésitez pas à intervenir dans le chat si vous avez des questions tout au long du live. Camille, est-ce que tu peux commencer un petit peu par te présenter en quelques mots ? Oui, complètement. Donc, Camille Legall, je suis l'une des 2 cofondatrices de Fairly Made. Fairly Made, c'est une société de sourcing et de confection éco-responsable dans la mode, donc pure B2B. En quelques mots, je pense qu'un parcours qui m'a amené donc en école de commerce avec pas mal de découvertes, notamment dans la mode. J'ai commencé en grand groupe, j'ai commencé chez Louis Vuitton, j'ai poursuivi chez Chanel en tant que business analyst. Des métiers qui me plaisaient beaucoup sur le plan technique. Je me suis pas mal épanouie, mais une vraie envie d'entreprendre avec ce projet qui est né en 2018, donc Fairly Made, avec mon associé Laure Betch, et avec un vrai sujet dès le départ, qui était donc d'accompagner les marques de mode vers une transition dans cette mode éco-responsable. Et le partenariat a été un élément clé de notre réussite. Est-ce que tu peux du coup nous raconter un petit peu en quelques mots comment et pourquoi tu en arrives à nouer des partenariats ? Alors c'est vrai que chez Fairly Made, c'est assez natif, presque intuitif, parce que pour bien comprendre l'activité, nous on a établi donc un réseau de fournisseurs au départ, donc toujours en B2B. Quand on parle de fournisseurs dans l'industrie textile, on parle de filateurs, de tisseurs, d'usines de teinture, d'usines de confection, qui sont tout autant de personnes dont on a besoin pour fabriquer un vêtement. Et donc, nous, on propose de fabriquer les collections des marques au départ, donc avec un engagement social, environnemental sur toutes les pièces que l'on fabrique. Et en fait, pour pouvoir accompagner les marques, il a vraiment fallu se mettre en avant et en fait faire parler ce terme de Fairly Made. Donc en fait, c'est là où on a commencé avec différentes marques à leur proposer justement cette garantie de traçabilité. Et très tôt, l'évocation donc d'indiquer Fairly Made sur l'étiquette, au départ une étiquette de composition et sinon par la suite l'étiquette qu'on connaît en boutique, qui est donc l'étiquette de prix, et de parler plus de cette collaboration, est vite venue sur le sujet. Donc en fait, les marques nous ont vite demandé de nous mettre en avant et dans leur communication et de trouver les bons mots, parce que finalement c'est ça aussi dans les partenariats et dans les collabs, c'est que chaque partie prenante a un peu son expertise, et nous en l'occurrence Fairly Made, c'était vraiment d'être capable de valoriser l'histoire des vêtements. C'est d'ailleurs dans notre vision, c'était vraiment d'être capable de révéler tout ce qui se passe sur la chaîne de valeur d'un vêtement et de développer cette mode beaucoup plus engagée, qu'elle bénéficie aussi donc pour les personnes qui font le vêtement et qu'elle arrive jusqu'aux oreilles du consommateur. Trop bien. Donc, c'est vraiment comment tu pars d'une rencontre et tu arrives à quasi un co-branding. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce live. Tu vas nous détailler un petit peu la feuille de route type. Du coup, aujourd'hui, quel type de partenaire vous avez chez Fairly Made ? Sur quelles différentes verticales vous traitez du partenariat ? Ouais. Alors, pour bien comprendre aussi ces 2 types, comme tu disais, de verticales, on resitue l'activité. Donc, j'ai évoqué Fairly Made Production, donc qui est cette activité où on fabrique pour le compte des grands groupes leurs vêtements, donc typiquement mon gilet en coton biologique, et donc qui permet d'avoir une collection engagée, traçable. Et dans l'extension de ce qu'on a pu faire depuis donc 2018, on a synthétisé notre méthodologie d'évaluation dans une plateforme SaaS qui s'appelle Fairly Made Impact, et qui permet aujourd'hui à n'importe quelle marque d'évaluer justement son produit, donc sur 4 critères: la traçabilité, le social, l'environnemental et la recyclabilité. Et donc ça nous amène 2 typologies de partenariats. Donc le premier, si on arrive on reste sur Fairly Made Production, c'est vraiment des partenariats de
fabrication. Donc, c'est sur une collection. Fairly Made produit les vêtements. Fairly Made donc s'occupe de la partie développement. Donc, on met au point les premiers prototypes. On fabrique la pièce. Ensuite, on travaille donc là sur ces 2 premières parties, donc c'était les équipes de développement de production. Et ensuite, on travaille généralement main dans la main avec les équipes marketing et communication pour travailler le storytelling et les aider à bien communiquer justement sur cette production. Donc ça, c'est essentiel. Dans ces cas-là, on rencontre, donc comme je le disais, les équipes produits. Donc généralement, au tout début, c'est les designers, c'est les directeurs de studio. Et par la suite, on arrive peu à peu avec la partie com et marketing. Donc ça, c'est vraiment le premier type de partenariat. Et aujourd'hui, sur Fairly Made Impact, c'est un partenariat donc un peu plus tech dans le sens où on est sur une plateforme en SaaS. On délivre une fiche produit impact et donc là, on est sous le label Powered by Fairly Made. Et donc ça, c'est un peu une nouvelle, on va dire, dimension. Ça permet aussi aux consommateurs de découvrir Fairly Made sous un autre angle. C'est-à-dire que sur l'étiquette de composition, il voit apparaître notre nom. Et en plus, il est capable de scanner l'étiquette et de découvrir l'histoire du vêtement sur cette fiche impact. Trop bien. Donc, tu as vraiment un partenariat co-branding production et tu as un partenariat finalement plus média où quelque part, tu apposes un label, un stamp en disant, voilà, Powered by Fairly Made, comme tu disais. Trop intéressant. Est-ce que vous avez fait des partenariats d'activation média type échange de visibilité, jeux concours? Est-ce que vous avez fait des choses purement médias en fait? On l'a fait au tout départ dans le sujet, on va dire sensibilisation. Donc on en a fait 2 pour répondre à ta question. Oui, dans le prolongement des activations qu'on avait, des partenariats, donc comme je disais, marketing, communication parfois sur nos produits. On a fait jeu concours. Donc ça d'ailleurs, des bonnes pratiques, c'est toujours d'avoir des produits finis. En l'occurrence, nous c'était ce qu'on avait mis en place avec la marque, savoir gagner un jeu concours très bien, mais en effet avoir une pièce de la marque en gain. Et le deuxième type, en effet, de partenariat média, c'était avec la marque Eden Park. Là, on a vraiment travaillé sur la sensibilisation du consommateur. Donc, on a fait une série de vidéos de sensibilisation. On a tourné avec les équipes suédoises et françaises. Et l'idée, c'était vraiment de dévoiler la mode éco-responsable telle que, voilà, Eden Park aussi l'envisageait. Je dis Eden Park, pardon, c'est Gant. Gant, j'ai même Eden Park, je me disais, mais c'est des grosses marques. Est-ce que c'est parce que vous êtes incubé dans l'incubateur LVMH, si je me trompe? Est-ce que c'est via cet incubateur que vous avez eu cette grosse marque ou c'est au culot? Comment tu as fait pour décrocher ce type de partenariat? Ouais, alors c'est vrai que nous déjà dans l'ambition initiale, on s'est tout de suite dit qu'on voulait adresser des grands comptes, des grands groupes, aussi parce que la frustration qu'on avait, c'était que dans nos métiers respectifs, donc Laure était acheteuse pour le groupe H&M chez Another Stories. Moi, comme je le disais, j'ai eu un parcours plus luxe, mais c'est de se dire en fait, c'est hyper frustrant de voir que cette mode est aujourd'hui l'une des industries les plus polluantes au monde et qu'à notre échelle, voilà, même dans nos métiers, on n'est pas capable de forcément développer des collections comme on l'entend. Donc en fait, on s'est plutôt dit on va avoir un effet B2B très large et c'est ça qui nous a amené à lancer Fairly Made. Et donc dans cette optique, on a tout de suite targeté des grands groupes. Donc pour te dire en fait, alors notre tout premier client, c'était la grand-mère de Laure. Donc ça c'est l'anecdote, le fun fact toujours très drôle. Family business. Family business, bien évidemment, parce que la première, ton premier cœur d'activité, c'est aussi tes parents et tes proches. Mais oui, non, le deuxième client, c'était les Galeries Lafayette. Donc, en fait, pour te dire à quel point, voilà, il faut pas hésiter. En effet, c'est au culot, mais c'est grâce à nos réseaux perso pro, c'est-à-dire que quand on avait et Laure et moi travaillé dans ces groupes respectifs, nos anciens collègues sont partis dans des grands groupes. Et donc oui, c'est les Galeries Lafayette avec lesquelles on a signé notre premier grand compte. Et en fait, après, donc en bouche à oreille, ça nous permet de signer de proche en proche d'autres marques et donc la marque Gant sur cette activation média dont on parlait. Du coup, tu nous as raconté que vous aviez vraiment une approche grand compte ultra stratégique. Est-ce qu'il y a d'autres critères de recherche qui sont pour vous prépondérants? Tu vois, par exemple, la Redoute, ils nous disaient, nous, on fait pas d'angora. Est-ce que j'imagine que la mode engagée, ça impose un cahier des charges ultra strict. Est-ce que, quels sont vos critères de sélection hors grand groupe? Alors, nous, c'est vrai qu'on apporte une offre, donc peut-être à la différence de partenariats, on va dire B2B, B2C avec des gens qui font des échanges et autres. Nous, on a une offre, donc en fait, on vend concrètement quelque chose à nos clients et ensuite,
C'est plutôt dans l'activation et dans la communication que se met en place ce qu'on appelle la collab. Mais concrètement, en fait, le tri, il est naturel, c'est-à-dire que nous, l'offre, elle est intègre, elle est ce qu'elle est, elle est fairly made. Et ensuite, si le client souhaite acheter du fairly made, c'est là où, dans ces cas-là, il rentre immédiatement dans les critères dès lors qu'il achète ce que l'on fait, il respecte notre cahier d'engagement, notre accord de partenariat et on peut avancer ensemble. C'est trop bien. Mais du coup, ouais, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, toi, comme tu transformes les entreprises, finalement, il n'y a pas tellement de barrières à l'entrée à part avoir envie, accepter cette transformation. Et donc, du coup, votre process à vous. C'est quoi le cycle moyen, Camille? Justement, tu nous dis, entre le moment où une marque, elle arrive dirty ou pas, dans ton top funnel, dans ton haut du panier, combien de temps tu mets à la transformer en moyenne? Donc, tu disais, effectivement, au début, vous, c'est pas tellement un partenariat, c'est d'abord, en fait, un client et vous l'activez en partenariat sur la partie vraiment com qui vous sert à tous les deux. Mais du coup, quelles sont les grandes étapes entre le moment où une marque, elle signe chez Fairly Made et la fin, tu vas peut-être me dire qu'il n'y a pas de fin, mais combien de temps tu mets à mettre en place ton partenariat et ta collab au sens large? Alors nous, on voit toujours 3 grandes étapes qui évoluent avec la maturité de la marque, mais c'est un peu le premier pied à l'étrier. Généralement, c'est la rencontre qui se fait nous de manière concrète avec une bibliothèque matière éco-responsable. Donc physiquement, on a une bibliothèque matière avec des matières recyclées, du coton biologique, des matières cellulosiques. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle l'atelier plantage de graines. La marque découvre ce que l'on offre. On fait aussi de la formation. Donc généralement, si certains veulent convier d'autres personnes dans les premières réunions, c'est le moment où on rencontre un peu toutes les parties prenantes. D'ailleurs, un très bon tip, c'est d'inviter un maximum de gens de différents départements dans vos réunions, que ce soit la première, que ce soit la deuxième, etc. Faut toujours essayer d'avoir une personne supplémentaire par réunion, parce qu'en fait, une des clés de succès aussi des bonnes collabs, c'est d'avoir les bonnes parties prenantes et de tisser un peu sa toile au sein de la boîte. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'aussi après dans l'activation, on réalise que finalement on va dire que le chef de projet que l'on est en extérieur, donc c'est-à-dire faire l'email, parfois on interroge le département créa comme je disais tout à l'heure, le studio, les équipes com, et en fait le fait d'être chef de projet, c'est clé dans notre réussite, et donc il faut connaître pour ça toutes les étapes. Et Camille, je me permets de t'interrompre parce que justement, ça fait tilt quand tu dis ça. La Redoute et Fago nous mettaient en garde sur l'intermédiation et ils nous disaient qu'il faut essayer de restreindre au maximum les intermédiaires. Du coup, est-ce que tu peux nous détailler? Toi, tu nous dis qu'il faut quand même bien engager toutes les parties prenantes. Comment est-ce que tu répartis du coup peut-être les experts métiers qui après vont communiquer auprès de leurs équipes? C'est quoi la bonne feuille de route, les intermédiaires indispensables à convoquer? Nous, ce qu'on appelle les indispensables, c'est plutôt les profils. Donc, en fait, c'est toujours le top management. Enfin, c'est la personne la plus haute que tu peux avoir. On va rentrer dans le vif du sujet avec une collab qu'on affectionne particulièrement, qui est des petits hauts. Mais pour exemple, on a rencontré la CEO, une des fondatrices. Et donc, dans ces cas-là, c'est assez clé. Donc, en fait, il faut avoir un très bon feeling avec les gens en opérationnel qui vont dans tous les jours, dans le quotidien, permettre à ce que la collab se passe bien. Aussi parce qu'il faut beaucoup de bienveillance et nous c'est un truc qu'on met en avant dès les premières rencontres, mais du coup les intermédiaires clés, c'est vraiment plutôt les personnes en contact direct, c'est les équipes opérationnelles, le top management pour avoir des réalisations plus rapides, quitte à avoir leur numéro de téléphone. Nous on est aussi beaucoup sur la fluidité des échanges passe par le téléphone. Et ensuite, après des relais intéressants, ça va être les attachés de presse. On essaye aussi parfois de mutualiser ces relais-là parce que c'est des relais d'influence aussi après pour on va dire l'aura de la collab qui se met en place. Trop bien. Et du coup, je t'ai un peu interrompu parce que ça m'intéressait trop, mais tu me répondais sur le cycle de vie moyen d'un partenariat. Qu'est-ce que tu observes en général? Alors nous, on est très rythmé par les cycles collections, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment inhérent à l'industrie textile et de la mode, mais voilà, il y a des collections. Donc nous, généralement, sur une collab, Fairly Made production, on re-signe de collection en collection. Ce qui est hyper intéressant maintenant, et c'est là où je parlais des 3 degrés de maturité, c'est plantage de graines sur la première réunion. Ensuite, on fait la collab et généralement, c'est là où c'est un peu la marque découvre, teste auprès de son client le retour aussi sur ces sujets de mode éco-responsable. Et la 3e étape, on est ravis aujourd'hui que ça se prolonge également avec des
petits hauts, mais c'est l'onboarding sur la plateforme en SaaS, donc faire l'email d'impact. Ouais. Là, la marque va pouvoir vraiment évaluer 100% de sa collection selon ces critères qu'on a établis et ils bénéficient de notre méthodo sur 100% de leur collection du coup. Voilà. Et du coup, pour te dire sur le cycle de vie, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, signer de collection en collection, ça permet de pérenniser aussi les échanges. Et notamment, là, typiquement, on le voit sur faire l'email d'impact, c'est aussi de mesurer. Et c'est hyper important aussi d'avoir toujours ces KPIs. Mais là, maintenant, de mesurer de collection en collection aussi l'amélioration des marques sur ce sujet de l'environnemental et du social. Et du coup, il y a une moyenne type, Camille, tu dirais un 6 mois. Quand tu parles de collection, est-ce que c'est fall-winter ou c'est fall et winter? Enfin, tu sais, les marques ont toujours des façons différentes d'appréhender les collections. Nous, c'est 6 mois. Ouais. Nous, c'est toujours fall-winter. Voilà. Mais l'idée, c'est que ça re-signe en effet de collection en collection. Ok. Et donc du coup, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Vous avez eu un gros win case qui est votre partenariat avec des petits hauts. Est-ce que tu peux nous raconter du coup les grandes étapes du projet? Déjà comment la graine, comment est-ce qu'elle arrive sur la table? Comment est-ce que tu la plantes? Comment est-ce que cette collab a grandi avec vous et peut-être a nourri d'autres collabs? Tu vas nous raconter. Carrément. Je laisse un mini teaser. Je branche mon connecteur. Le suspense est haletant. Ça n'a duré que 3 secondes. Allons-y. Alors, des petits hauts. Ce qui est fantastique en plus, c'est que c'est une jolie histoire et donc je suis ravie de vous en parler aujourd'hui. Des petits hauts, tout a commencé en fait avec la rencontre de la fondatrice, donc l'une des 2 fondatrices, puisque donc c'est 2 sœurs à l'origine de cette superbe marque. Donc Vanessa, qu'on a rencontrée, donc plus spécifiquement c'est Laure, mon associée, qui l'a rencontrée sur un salon. Et là, c'est au culot. Tout commence au culot. En fait, on est sur un salon qui s'appelle le Who's Next. C'était donc en 2018, je pense. Et en fait, la rencontre se fait avec le peu de temps qu'on connaît aussi sur ces salons, échange de cartes, avoir le mail tout de suite de la personne en face de nous. Et finalement, Laure rappelle donc Vanessa, cette directrice, commence à lui dire voilà, on s'est rencontrés, et elle nous accorde un rendez-vous. Et je pense qu'elle n'était pas hyper convaincue au départ du sujet, donc elle nous l'accorde, elle nous fait rencontrer donc sa directrice de collection, sa directrice de production. Donc premier pied à l'étrier aussi, c'est qu'elle invite déjà un peu le top management à cette première réunion, donc génial. Nous, ni une ni deux, on prépare notre meilleure valise, parce qu'il faut savoir que nous, le quotidien aussi de faire l'email production, c'est faire des valises avec tous les prototypes de démonstration de nos produits pour montrer aussi la qualité des pièces qu'on fabrique. Et du coup, donc la rencontre se fait, ça s'opère hyper bien. Je crois le soir même ou le lendemain, on avait un mail hyper élogieux qui nous dit on a vraiment envie d'avancer, on sait pas encore comment ça va se faire, mais on va avancer. Et en fait, de proche en proche, on a fait une deuxième réunion très concrète dans notre showroom avec déjà des pièces d'inspiration, des petits hauts, pour que nous ensuite on puisse développer cette collection main dans la main, faire l'email des petits hauts. Et voilà. Et après, la chance que l'on a entre guillemets dans le textile, et plus particulièrement nous dans ce modèle qu'on a donc chez Faire l'email dans B2B, c'est que comme on met le pied à l'étrier avec des produits physiques tangibles, ça fait avancer les sujets. C'est-à-dire qu'on améliore le produit 1, on améliore le produit 2. Donc peu à peu, je dirais que ça a pris assez vite. Et pour te donner une temporalité, après c'est une jolie histoire qui s'est écrite donc en 2019 avec la première collaboration, qui existe encore, qui là vous allez bientôt pouvoir la découvrir en boutique, la collection été 21 qui arrive. Et pour te répondre après sur la partie concrète, c'est de plus en plus de réunions, toujours apporter aussi de la nouveauté au gré des différentes collabs, parce que c'est important pour nous toujours que ce soit du long terme, donc que ça re-signe aussi au gré des différentes collections. Et du coup, quand tu nous dis de plus en plus de réunions, on se dit oh là là, la réunionnite. Est-ce que tu peux nous donner un rythme? C'est des réunions, c'est des points hebdo? Est-ce que c'est un call tous les jours? Est-ce que c'est un gros meeting par mois? Comment est-ce que vous rythmez ça? Alors il y a les réunions de lancement qui sont les grosses réunions où en effet on cadre un peu les inspirations de la collection et en effet les grandes tendances qui seront celles de la collection. Ensuite après il y a vraiment du quotidien, et heureusement non, c'est pas vraiment des réunions qui justement prennent la tête sur ces sujets. Tout dépend aussi des marques, hein. Il y a vraiment des valeurs et des fonctionnements dans chacune des entreprises. Mais en l'occurrence, nous, on est très
organisé dans le sens où on prépare vraiment les réunions. C'est-à-dire qu'en fait, on a les ordres du jour qui sont établis. On s'assure aussi qu'en amont, on a eu les bonnes personnes au téléphone. Donc, typiquement, chez des petits hauts, il y a une personne qui s'occupe de la maille, une personne qui s'occupe du chaîne et tram, donc du flou, une personne qui s'occupe du jersey. Donc, d'être sûr qu'on a eu les besoins de tout le monde en amont. Et ensuite, quand on prépare la réunion, et que, voilà, nous, on a un temps de préparation en interne, faire l'email, que quand on se rencontre tous ensemble, on soit efficace. Et un point important aussi, c'est qu'une bonne réunion, c'est une bonne to-do en fin de réunion, c'est-à-dire que c'est essentiel de faire des récaps. Et je pense que un des succès aussi de ces collabs, c'est qu'on arrive toujours avec une to-do pour et la marque et faire l'email, et qu'on a les next steps, et qu'on sait à quelle date on se revoit. On a déjà pris la date pour le prochain rendez-vous. Et on a les nouvelles personnes. Je te disais aussi, donc toujours inviter aussi les bonnes personnes dans ces réunions. Là, typiquement, la semaine dernière, on avait la réunion avec les équipes de marketing et de communication. Et ben, on avait Stéphanie et Charlotte. Je sais que je les revois à telle date, mais c'est pour avancer sur des sujets concrets, et il n'y a pas de réunion superflue. Ouais, Fago nous partageait il y a 2 semaines sa checklist complète que je t'ai envoyée de la collab. Tu m'as dit en fait on est en phase parce que typiquement on retrouve ce que tu dis, c'est-à-dire à chaque point d'ancrage, à chaque grande étape, quelles sont les parties prenantes. Moi j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que Fred à chaque fois il identifie un leader dans son équipe. Donc telle personne référent de la marque 1, il y a telle personne référent de la marque 2 sur ce sujet, telle personne. Et effectivement à chaque fois les deadlines et construire un rétro-planning qui soit efficace, parce que c'est vrai que c'est un travail d'orfèvre d'organiser tout ça. Et puis c'est aussi du multi-support. Et toi tu me disais que tu avais un peu ta stack d'outils en place, parce que effectivement quand il y a autant de gestion de projet, qu'est-ce que tu connectes comme plateforme pour mettre à jour tes intermédiaires? Bah oui, c'est hyper important, et ça me fait plaisir d'en partager quelques-uns. Mais donc, nous, la base qui nous permet de bien centraliser la demande, c'est Airtable. Quand je dis centraliser la demande, c'est bien organiser les plans de collection, récupérer tous les modèles avec lesquels on travaille pour les marques, de sorte que dès qu'on se parle d'une collection, on a les visuels. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Airtable, c'est un outil qui permet vraiment de visualiser en 3D des datas, avec notamment une partie de galerie qui est très bien faite. Donc, premier outil Airtable. Deuxième outil Asana, puisqu'en fait on fait de la gestion de projet aussi. Donc ça nous permet de piloter, de définir le rétro-planning et d'attribuer en effet les tâches et les sous-tâches aux bonnes personnes. Donc ça, très très bon tool. Et plus récemment Notion, avec lequel du coup on adore travailler aussi, plutôt pour la partie notes, to-do, récap. Très efficace pour attacher les pièces jointes, s'assurer que les bonnes pièces jointes sont toujours aussi à jour dans les comptes. Ouais. Ça, c'est gros vivier d'erreurs en partenariat. C'est vrai que boucle d'email à 35 personnes avec au final la bannière qui a bougé d'1 centimètre et t'as pas vu et tu prends la mauvaise pièce jointe. Nous, justement, c'est un gros focus chez Richmaker. On veut pouvoir créer un dashboard collectif pour les marques. Faut qu'en fait, tu aies un dashboard pour tout le monde. Tu n'aies pas besoin justement d'aller sur 1000 plateformes à la fois, que tu aies ton calendrier avec des alertes pluguées sur ton Google Cal, que tu puisses savoir justement ta bucket list, la checklist en temps réel avec les personnes en charge des projets qui sont notifiées. Dès qu'il y a un check, tout le monde est alerté par email, comme ça t'as pas besoin de décrocher ton téléphone dès que tu tires un trait de plume. Et puis effectivement, la dernière partie, les KPIs, le reporting des performances. Ça, tu me disais, ça m'a plu quand tu me disais, nous en fait, on a tout le temps un récap sur l'après. Pour moi, l'après partenariat est toujours mal géré et du coup, on n'en tire pas les bons apprentissages. Comment est-ce que vous gérez justement la partie KPIs, métriques, quelles sont celles que vous traquez et comment? Alors ça, c'est vrai que sur faire l'email de production, c'est des sujets plutôt qualitatifs, c'est-à-dire qu'on avait plutôt des retours d'expérience, des quotes, des éléments vraiment quali, quoi, quand on distingue le quali-quanti. Ce qui est intéressant maintenant avec faire l'email d'impact, c'est qu'on va avoir de plus en plus de quanti, notamment sur le pourcentage que les marques ont en collection éco-responsable, quelles sont les grilles en effet éco-responsables, est-ce que c'est de la certification, est-ce que c'est des fibres à faible impact. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on va gagner aussi en compétences et en partage auprès des marques. Mais voilà, ce qui est essentiel, c'est nous, le taux de resignature. En fait, le meilleur indicateur, c'est quand un client resigne, parce que c'est preuve de 100% de satisfaction. C'est les échanges qu'on a. Là, quand on refait des lives Instagram avec des petits hauts, c'est génial de voir que la communauté grandit énormément.
Parfois, on fait d'ailleurs des visites mystères en boutique et c'est trop drôle de voir à quel point le partenariat vit. Donc, c'est un peu ce lien entre le digi, parfois un peu inconcret, et le retail, le terrain qui est hyper tangible et très appréciable. Donc voilà, avoir toujours un peu cette bonne balance entre le qualitatif et le quantitatif aussi sur les KPIs. Trop bien. Tu peux du coup nous partager le behind the scene des petits hauts. Ça correspond à quoi pour vous en termes de win concrètement des petits hauts? Comment est-ce qu'on peut dire que ça vous a fait exploser sur quel canot en particulier? Bah, je dirais sur un canal en fait credential, donc qui est en fait le crédit que t'apportent tes premiers clients, et ça c'est énorme, c'est un truc sur lequel il faut vraiment capitaliser parce qu'en fait ça te permet ensuite de signer, c'est-à-dire que c'est finalement ce qu'on appelle le crédit, c'est un peu ce qui permet de mettre en place ton business case, de dire bah voilà le type de client avec lequel je travaille, voilà l'outcome, c'est génial parce que en effet ça fait sortir tel et tel produit, on gagne aussi en confiance sur les clients existants. Donc ça c'est une première chose, et puis ensuite des behind the scenes géniaux aussi sur la partie humaine parce qu'on rencontre des gens qui ont d'expériences incroyables au niveau du textile, qui ont quand même des petits hauts avaient fêté alors j'ai envie de dire 20 ou 30 ans, j'ai tout d'un coup un trou, mais en fait des gens qui ont quand même réussi vous savez. Oui, mais oui, en plus on a tourné une vidéo, mais c'est vraiment de se dire aussi que parfois dans le buzz un peu de l'écosystème startup ou des gens qui ont des projets et des idées à la tonne, c'est génial de voir des choses qui émergent, mais finalement nous de capitaliser avec aussi des marques qui existent depuis autant de temps, qui ont grandi et évolué en fonction aussi des évolutions de tendance et des demandes du consommateur. Donc nous c'est génial, on s'en nourrit. Et en fait, on veut vraiment, notamment dans ce sujet de la transition vers une mode plus éco-responsable, comprendre vraiment ses attentes clients et arriver à accompagner les marques le plus loin possible dans cette transition. Du coup, il y a la partie preuve sociale et puis il y a la partie un peu cooptation où finalement, non seulement ça te donne du crédit envers ton client final, mais en plus ça t'amène potentiellement tout un tas d'autres marques qui se disent si ça s'est bien passé une fois, ils l'ont processisé et ça va aller encore mieux sur les prochaines. Ouais, c'est ça. C'est des marques qui se reconnaissent immédiatement, en effet, par exemple chez des Tio, mais après c'est tout plein d'autres clients avec lesquels on construit ces business cases. Et en effet, là, on vient d'en partager un, par exemple, sur LinkedIn, avec une Instagrammeuse et blogueuse Mathilde Cabanas qui a lancé tous ses produits autour du bisou. Enfin, c'est génial aussi de voir que ensuite ça fait écho chez nos clients. Mais voilà, en tout cas pour te dire, le KPI clé c'est la resignature. Là, on est aussi hyper content de voir que sur la plateforme les marques utilisent toutes les fonctionnalités, que l'affichage QR code est aussi. Alors c'est une des bonnes nouvelles du Covid, c'est que les gens ont appris à utiliser le QR code grâce au restaurant. C'est clair. Le QR code, il vit sa meilleure vie. Hein. Ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans presque, Camille, que personne ne l'utilisait. Ouais. Ouais, j'ai vécu un peu à Hong Kong et c'était drôle de voir à quel point c'était complètement dans les mœurs, même sur des interfaces comme WeChat, il y a déjà un scanner de QR code qui existe depuis très longtemps. En France, pas du tout. Donc heureusement, chez Apple, c'est natif dans le téléphone, dans l'appareil photo, mais parfois c'est quand même drôle de voir les gens réagir par rapport au QR code. Petit aparté. Et du coup, en parlant pratico-pratique, comment est-ce que tu orchestres ou t'organises la répartition des revenus dans une collab? Ouais, alors je pense différents types de collabs. Tu vas peut-être me dire qu'il y a différents types de collabs aussi. Il y a différents types de collabs. Voilà, comme je disais, il y a aussi 2 activités pour nous, donc c'est pas toujours les mêmes types de revenus. Nous, la première chose, c'est que la collab se fait avec un client. Donc le revenu déjà vers Fairly est très lié à la signature du contrat qu'on a en face. Donc ça, c'est une première chose. Après, sinon, c'est vraiment de l'engagement et du temps humain. Là, pour reprendre ce best business case qui est celui des petits hauts, on part en tournée dans toute la France pour aller faire des talks aussi intimes dans certaines boutiques pour rencontrer encore une fois concrètement les clientes, parler aussi des projets. Donc, c'est prolonger un peu l'expérience pour aller jusqu'à du concret, quoi, du physique. Mais voilà, en tout cas sur la partie prolongement de tout ça.
Et du coup, tu parles un peu là de présence média, à quel point les marques, quand vous activez ensemble vos audiences, est-ce que c'est quelque chose qui se valorise? Par exemple, si là tu bosses avec une super marque qui t'amène une visibilité de dingue, est-ce que tu vas faire un petit effort sur ta marge? Est-ce que c'est des choses, en fait, est-ce que vos audiences, ça rentre quelque part dans la négociation commerciale? Alors en fait, je pense que nous, on a une forte image entre guillemets déjà qui naturellement arrive dans le produit, donc que ce soit sur une étiquette ou grâce justement au Powered by Fairly Made. Et que ça, on n'a jamais monétisé au sens de, voilà, on arrive aussi dans cette démarche de partage de bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'on vend un produit fini qui a déjà un gage et de traçabilité, d'engagement social, d'engagement environnemental. L'utilisation de Fairly Made est un peu intuitive justement quand on fait ce sujet-là. Donc, pour te répondre, non, il n'y a pas de valorisation monétaire entre guillemets là-dessus, mais par contre, c'est hyper cadré dans un accord de partenariat. Et d'ailleurs, ça, c'est donc un des good tips que je voulais partager. Ouais. C'est les transitions à ma place. Non, mais qui est hyper importante parce que pour tout se dire, je pense que la partie juridique, et quand bien même parfois ça peut être un peu la partie boring, c'est vraiment une des best practices, c'est-à-dire de s'accorder sur une trame, de s'accorder sur des éléments clés. Donc nous, avec beaucoup d'humilité, ce qu'on souhaitait vous partager, c'était une trame très classique avec les grands chapitres d'un accord de partenariat, à faire relire par vos juristes respectifs et surtout à adapter en fonction des collabs qui se mettent en place. Mais voilà, nous, pour te répondre, en effet, donc non, on ne valorise pas en effet cet échange, on va dire monétaire, mais par contre, on structure tout très bien avec un accord de partenariat. Pour se prémunir, parce que justement, on avait reçu dans un premier live la créatrice de June qui nous avait expliqué qu'ils avaient fait du partenariat en bundle, c'est-à-dire en co-package, lors de leur campagne de crowdfunding, et que le partenaire les avait lâchés la veille, alors qu'ils avaient investi énormément de ressources opérationnelles, plus émotionnelles quand tu es une jeune marque qui se lance. Tu signes un beau partenariat qui va te propulser et qu'en fait, à la dernière minute. Donc, c'est vrai que cette partie juridique, légale, elle rentre vraiment en ligne de compte. D'abord pour se prémunir, aussi pour que toute la communication soit plus transparente tout au long du cycle de vie du partenariat, qu'il n'y ait pas de mésentente, que tout soit vraiment marqué noir sur blanc, approuvé par tout le monde. Donc ça pose des bases saines, un peu comme dans un mariage. C'est pas là pour casser l'ambiance, au contraire, c'est là pour faire en sorte que tout le monde ait bien compris la même chose et qu'il n'y ait pas de problème d'arbitrage. Du coup, merci beaucoup Camille. Effectivement, je répète que chaque semaine, le créateur de la collab nous partage un peu son document secret qu'il a mis des années à mettre en place, à recéter, qui a déjà été validé pour que les créateurs d'entreprise puissent en bénéficier. Merci beaucoup d'ailleurs. Eh ben de rien. Tant qu'on est dans les bonnes pratiques, une petite question toute bête, on va passer aux questions-réponses. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une très claire à te poser en fonction de ce qu'on vient d'aborder. C'est quoi pour toi, là, de votre expérience des collabs, c'est quoi les bonnes pratiques? C'est quoi le plus important, le truc que tu as appris de ces collabs que tu as noués? Et ben j'irais, c'est de porter beaucoup de bienveillance à ton interlocuteur clé. En fait, il y a encore une fois des décisionnaires, des gens en opérationnel, mais le plus tu comprends le besoin de ton client et surtout dans la collab où il y a en effet un échange vraiment win-win au niveau de la visibilité. Rien de tel que d'avoir une bonne relation avec la personne avec laquelle tu échanges. Aussi parce que c'est cette personne qui va porter ta voix au conseil d'administration le jour où il y a des tranches budgétaires, le jour où il va falloir faire des choix de partenaires parce que les cycles de vie, de budget, d'achat évoluent aussi. Donc c'est un peu d'avoir son wingman et c'est pas vraiment du pur business, c'est aussi vraiment des gens avec qui tu t'entends bien, avec qui tu as envie de partager des choses, avec qui tu prends des verres quand les verres sont possibles. Enfin, c'est pas apporter trop de perso dans cette relation-là, mais c'est vraiment d'avoir une relation pro hyper bienveillante, hyper cordiale, qui te permet de pas avoir la boule au ventre le matin quand tu commences et au contraire d'être trop content de décrocher ton tel, voilà, de valider un truc par oral et ensuite toujours bien de le remettre par écrit. Ça, c'est d'ailleurs aussi hyper important. Mais voilà, une relation fluide et hyper agréable avec les interlocuteurs.
Trop bien, ça donne envie. En plus, on te fait confiance pour ça. Moi, je suis sûre que c'est mortel de bosser avec vous. En tout cas, à chaque fois que je vous ai, c'est vraiment un plaisir. Pour les next partenariats, est-ce que tu as envie d'en profiter pour lancer un appel? Est-ce qu'il y a des marques qui te font de l'œil, que tu voudrais profiter de ce live pour leur faire un coucou, ou est-ce que c'est juste un appel général? Qu'est-ce que vous recherchez là pour le futur de Fairly Made? Bah, ce qu'on recherche, c'est toujours plus de marques, hein, parce que c'est des sujets communs à tout le monde. Donc, pour citer quelques clients clés, bah, c'est vrai qu'on a donc des petits dont on a beaucoup parlé. On a Asphalt, qui est une digital native brand avec qui on a vraiment ce sujet de l'impact. Aujourd'hui, on évalue 100% de leurs pièces qui sortent et c'est génial. Donc, c'est sur ces verticales-là qu'on a envie d'avancer. Que vous soyez des digital native brands et que vous n'ayez justement jamais adressé ces sujets, c'est l'occasion. Et des très grands groupes, là on vient de justement, alors je pense qu'on n'a pas encore le droit de l'annoncer, mais on vient d'être lauréat d'un très gros programme d'accélération aussi. Donc avec des grands groupes, ça va être génial. Donc voilà, si vous êtes vous-même au sein d'une marque et que vous avez envie d'aborder ces sujets, avec grand plaisir pour échanger dans un premier temps. Et des marques plus récentes aussi, parce qu'en fait, on réalise qu'aujourd'hui, la sincérité et le message des marques est hyper important de construire dès le départ. Et donc là, on a pas mal aussi d'Instagrammeuses, des gens qu'on accompagne sur la production qui déjà activent ces QR codes avec une information riche. Pour que le client demain connaisse parfaitement l'histoire de son vêtement, et le tout powered by Fairly Made. C'est canon. Et moi, j'adore aussi ce nouveau projet que vous venez de lancer, là, le calculateur d'impact. J'en parle pas autour de moi parce que je trouve ça mortel que c'était déjà dans l'alimentation, mais encore trop peu visible dans la mode. Est-ce que tu peux nous repitcher très rapidement le calculateur d'impact, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont justement dans des problématiques RSE, mode, éthique. Bien sûr, bien sûr. C'est un calculateur qui émane vraiment de plusieurs années d'expertise terrain. Hein, pour vous dire, nous, on a visité plus de 250 usines. On a aussi une bonne connaissance du cycle de vie des marques, des enjeux prix, des enjeux marge. Donc, c'est un peu de l'apprentissage de tous ces sujets qu'on a créé une plateforme en SaaS, donc Fairly Made Impact, qui est ce calculateur qui, sur la base de vos informations, généralement ce que vous avez dans un CRM, dans un PLM, dans un PIM, toutes vos data produits, qu'on est capable de ressortir. Donc, une fois qu'on a contacté les usines, qu'on a pu collecter un maximum d'informations techniques sur vos pièces, de vous sortir une fiche produit très détaillée avec une information sur la traçabilité, le social, l'environnemental et la recyclabilité. Donc ça, nous, c'est des grandes familles d'impact que l'on a, et ensuite à vous de critériser. Typiquement, là, on a une marque qui veut calculer son empreinte carbone, et donc on a mis l'accélérateur et l'accent sur ce calcul CO2. C'est des choses qui ressortent sur toutes nos fiches, mais là, en l'occurrence, eux, ils ont un calcul agrégé qui est spécifique pour leur marque. Donc voilà, en tout cas, un exemple parmi d'autres, mais rien de tel que de le tester. Donc, on est hyper disponible. Donc, pour ma part, sinon, on a Agathe Roussel, vous pouvez l'ajouter sur LinkedIn, notre chargée de développement qui a tous ces sujets en tête et qui pourra vous répondre hyper vite dès demain si nécessaire. C'est clair, réactive et en plus ultra sympa. Donc, je recommande. On a une question de Crampial alias Nino qui dit, vous évoquez les grands comptes. Donc, un peu, tu nous disais un peu ton cœur de cible. Ouais. Qu'en est-il des marques plus confidentielles? Est-ce que tu peux les nommer? Du coup, est-ce que vous bossez aussi avec des marques soit plus niches, soit des marques en lancement, par exemple? Oui, des marques en lancement, ouais, carrément. On a donc je disais des grands comptes. Après, ça dépend ce qu'on appelle marque confidentielle, mais en tout cas, dans les blogueurs ou personnes qu'on accompagne, on a aussi Gabrielle Paris, qui sont des marques justement d'accessoires beauté enfant. On a des marques, alors un scoop, je ne sais pas, mais en tout cas un Ulule qui va bientôt sortir, mais sur une basket fabriquée sur un matériau à base de pommes, donc de pommes, recyclage de pommes. Ouais. Pour ne pas dire cuir, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser ces termes là-dessus, mais on fait toute la calcul d'impact de cette chaussure incroyable, en effet, en cuir de pomme, donc. Et je vois de plus en plus de choses en cuir de pomme. Bon, il faut pas dire cuir, mais c'est en matériau souple de pomme. Ouais, parce qu'en fait, c'est une très bonne base pour, en effet, ensuite les mélanges qui peuvent être faits sur ces matériaux. Il y a beaucoup de choses qui émergent aussi sur le marc de raisin, donc oui. C'est assez fou. Donc oui, pour te répondre, en effet, on travaille avec des marques plus confidentielles. On a beaucoup de marques aussi confidentielles qui sont plutôt des grandes marques, mais avec qui on n'a pas le droit de communiquer parce que c'est des sujets aussi de fond.
font le calcul d'impact et le travail sur la traçabilité. Il y a aussi des marques qui le font de manière, on va dire, en interne pour justement préparer les bonnes bases, mais qui souhaitent pas communiquer justement sur ces sujets. Donc voilà, il y a les deux. Il y a les grands groupes qui communiquent, les marques confidentielles avec lesquelles on est ravis d'échanger et de travailler, et ensuite d'autres marques qui, eux, ne communiquent pas et avec lesquelles on a des accords de confidentialité très stricts. Trop bien. En tout cas, Nino, on espère qu'on a répondu. Effectivement, derrière le mot confidentiel, il y a plein de types d'interprétations différentes. N'hésite pas à nous dire dans le chat si jamais c'était autre chose que tu voulais nous signifier. On prend une autre question de Émilie qui nous dit: est-ce que Fairly Made produit pour des marques qui ne font pas de mode? Camille, t'as la voix qui porte, hein. Ou met en relation des marques? Oui, alors c'est vrai qu'on l'a peu évoqué, mais on travaille beaucoup pour la cosmétique, pour la food, pour tout ce qui est en fait le textile qui n'est pas directement lié aux produits. Donc, typiquement dans la cosmétique, on ne fabrique pas de crème, on n'est pas Fairly Made dans la cosmétique, on va dire la production de crème. Mais par contre, on travaille avec Seasonly, on travaille avec Prescription Lab, beaucoup de box beauté, beaucoup de box. Donc là, on travaille avec le groupe aussi de Gambet Box et donc de My Little Paris. Donc oui, en fait, on fait tout ce qui est le sujet d'expérience client, donc packaging, donc en fait qui permet en fait de mettre en valeur le produit de la marque, et donc tout ce qui est rattaché au textile, on est capable de le faire. Ok. Cosmétique, par exemple, on fait tout ce qui est beauté et routine zéro déchet. Donc, on fait rondine démaquillante, on fait toutes les trousses, on travaille beaucoup là avec des grands groupes aussi cosmétiques pour tout ce qui est gifting client, et encore une fois qui va dans le sens de leurs nouveaux produits, c'est-à-dire qu'ils font énormément d'efforts sur leur compo, dans tout ce qui est formulation cosmétique beaucoup plus engagée, avec zéro déchet, etc. Et nous, on est là-dessus, on les accompagne sur le packaging, donc oui. Trop bien. Merci beaucoup, Émilie, pour ta question. Et sur la partie plus générale, pour la mise en relation des marques, c'est justement ce que nous, on fait chez les Richmakers. On permet aux marques, médias et aux associations de se rencontrer par type d'industrie. Et du coup, effectivement, sur toute la partie production, sur un réseau un peu plus fermé, communautaire, Fairly Made, du coup, fait ça aussi. Trop intéressant. Et du coup, Nino nous dit, c'est bon. On a répondu à sa question. Je pense qu'on est bon. Si vous avez une question de dernière minute, on la prendra. Sinon, Camille, je voulais vraiment te remercier pour le live. C'était super intéressant. J'en profite pour dire que je mettrai toutes les ressources en commentaire. Donc, à la fois la petite stack que Camille nous a partagée, le lien vers le calculateur d'impact, la grosse innovation à Fairly Made du moment, et également le document qui nous est gracieusement offert par Camille, sa feuille de route un petit peu de comment est-ce qu'on met en place un partenariat au niveau juridique et légal. Du coup, encore une fois, Camille a pondéré en disant à adapter, mais c'est un document qui a été fait par leurs juristes pour leur dire voilà comment on pose les bases d'un partenariat. Camille, merci beaucoup pour le live. Je te souhaite beaucoup de chance et de courage dans tous les nouveaux projets qui vous attendent chez Fairly Made. En tout cas, on vous suit de près et on vous encourage. On est à fond derrière vous. Bah écoute, merci beaucoup Caroline, c'était un plaisir partagé. J'ai vu qu'on avait reçu des demandes aussi sur Richmaker, donc on s'en occupe et on est trop contente d'être aussi sur la plateforme. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Camille, à plus tard. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres? Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business? Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.